Señoras y señores, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'Institut français ce soir pour cette soirée qui s'inscrit dans le cadre de la francophonie. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir deux artistes de grand talent qui sont donc Daniel Mesquich, qui est arrivé de Paris ce matin, cet après-midi, et Josep Maria Flotats, que beaucoup d'entre vous connaissent depuis fort longue date, et qui nous font le plaisir ce soir de nous faciliter une rencontre avec Camus. Camus est à l'honneur ce soir à l'Institut français, et je crois que Camus est une personne, est un écrivain qui continue de laisser une trace, et si vous êtes nombreux ce soir, c'est aussi pour Camus, c'est pour les deux acteurs qui vont lire des textes de Camus, mais c'est aussi parce que il y a plus ou moins longtemps, vous avez lu et relu Camus. Et donc nous sommes tous ce soir ici pour ce rendez-vous. Nous en sommes heureux, nous en sommes fiers aussi d'être ici ensemble pour partager un moment, un grand moment. C'est la première fois que les deux comédiens se retrouvent ensemble sur une scène, et nous sommes très heureux que ça se passe ici, à l'Institut français. Merci de votre fidélité, et puis nous espérons vous retrouver pour nombreuses autres occasions. 10 décembre 1957, Camus prononce le discours de réception du prix Nobel à Stockholm. Extrait. C'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas, à mes yeux, une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain du même temps ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent.
sinon le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'il consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Je vais lire quelques extraits des articles, enfin je vais lire les articles en entier, mais quelques articles publiés dans le fameux journal Combat par Camus. 9 mai 1945, le jour de la libération de Paris. Qui pourrait songer à donner de cette journée délirante l'expression qui ne la trahirait pas? Au sein même des voix confuses et exaltées de tout un peuple, quelle voix solitaire pourrait s'élever qui soit sûre de donner son sens à ce grand cri de liberté et de paix? Peut-être dans le recul du souvenir sera-t-il possible de choisir plus tard, au milieu des canons, des sirènes et des clochers, parmi les chants, les drapeaux, les appels et les rires, l'image privilégiée qui ne trahira rien de cet instant. Pour aujourd'hui, il faut se laisser porter et dire seulement cette grande chaleur humaine, cette immense joie pleine de larmes, ce délire qui emplissait Paris. Il n'est pas sûr que la douleur soit forcément solitaire, mais il est sûr que la joie ne l'est jamais. Hier, c'était la joie de tous, et il faut parler au nom de tous. Devant cette grande clameur, le souvenir de tant de combats et de luttes acharnées prenait tout son sens. Car pourquoi donc s'être tant battu, sinon pour qu'un peuple puisse un jour crier sa délivrance? Dans toutes les capitales de l'Europe et du monde, des millions d'hommes à la même heure hurlaient la même joie. Pour les uns, ils riaient sous le ciel chaleureux de mai, et pour d'autres, dans une nuit déjà chaude. Mais ce qu'ensemble ils célébraient, c'est la force que donne aux hommes libres la conscience de leurs droits et leur amour forcené de l'indépendance. L'histoire des hommes est semée de triomphes militaires, mais jamais peut-être victoire n'aura été saluée par tant de bouches bouleversées. C'est que jamais peut-être une guerre n'a tant menacé l'homme dans ce qu'il a d'irremplaçable, dans sa révolte et dans sa liberté. Si hier était le jour de tout, c'est qu'il était justement le jour de la liberté, et que la liberté est à tous les hommes ou à personne. Pendant 5 années, des millions de combattants ont dû démontrer au milieu du carnage qu'il ne se pouvait pas qu'un seul homme prît la liberté pour lui aux dépens de tous les autres. Là, vous me permettrez de faire une petite parenthèse. La Catalogne célèbre cette année aussi le 100e anniversaire de Salvador Espriu, le grand poète Espriu. Et c'est simplement pour souligner comme quoi les grands esprits se retrouvent. Espriu, dans un de ses fameux poèmes, dit quelque chose comme, je fais une traduction littérale, mais il est parfois nécessaire et forcé qu'un homme meure pour tout un peuple, mais jamais tout un peuple doit mourir pour un homme seul. Souviens-toi toujours de cela, c'est Farhat. C'est exactement la pensée de Camus, les grands esprits se rencontrent. Je voulais simplement souligner ça, parce que c'est aussi le 100e anniversaire de Salvador Espriu. Je reprends pour ne pas perdre le fil. Pendant 5 années, des millions de combattants ont dû démontrer au milieu du carnage qu'il ne se pouvait pas qu'un seul homme prît la liberté pour lui aux dépens de tous les autres.
Une fois de plus, il a fallu faire la terrible preuve de cette vérité, comme si l'histoire des hommes n'était que la longue et affreuse histoire de leur sacrifice pour affirmer sans trêve une liberté sans cesse contestée. C'est ainsi que les années de l'asservissement ont été les années du silence. Et c'est ainsi que le jour de la liberté est celui d'un cri sans cesse répété par des millions de voix. C'est ainsi encore que dans Paris, entre le printemps et l'été, une prodigieuse clameur s'est élevée qui n'a pas cessé de retentir dans la nuit. Nous n'oublierons pas cela. Cet appel était celui de l'esprit libre qui s'incarnait dans tout un peuple. Et cette guerre a été menée à son terme pour que l'homme garde le droit d'être et de dire ce qu'il est. Les hommes de notre génération l'ont compris. Plus jamais ils ne céderont sur ce terrain, ils ne se laisseront pas fermer la bouche. Aux quatre coins de la ville, les eaux des fontaines, soudain revenues après tant d'années, bondissaient hier vers le ciel doré de chaleur. Ce grand jaillissement de délivrance et de fraîcheur, nous le sentions tous au fond de l'âme. C'est lui que nous aurons désormais à préserver pour que cette victoire soit définitive et qu'elle demeure le bien de tous. Ceux d'entre nous qui attendent encore et qui pleurent un être cher ne peuvent avoir de place dans cette victoire que si elle justifie ce pourquoi les absents et les disparus ont souffert. Gardons-les près de nous. Ne les abandonnons pas à la solitude définitive qui est celle de la souffrance pleine. Alors seulement, en ce jour bouleversant, nous aurons fait quelque chose pour l'homme. Dans la même année 45, le mois de décembre, un autre article écrit par Camus dans Combat, intitulé « Ne jugez pas ». J'entends faire un peu partout le procès de la résistance et des résistants. Ce sont de grands coupables. Ils s'attribuent le mérite d'une libération qui n'est due qu'aux Alliés. Ils courent à toutes les places. Ils vivent de haine et d'injustice. Je vois aussi qu'on les défend parfois et qu'on dit alors qu'ils ont eu du mérite et qu'ils ont beaucoup souffert. Tout cela est dans l'ordre. Il n'est pas un seul sacrifice au monde qui n'ait été un jour insulté et ravalé. Mais je crois que souffrir et mériter ne sont pas des titres exceptionnels dans un monde où l'on était bien obligé de choisir la souffrance et le mérite si l'on voulait seulement rester un homme. Simplement, les résistants ont un titre de plus que je n'ai jamais vu souligné. Ils ont choisi dans la solitude. Et pour ceux qui n'apercevraient pas les extrémités où cela les a menés, je voudrais parler ici d'un drame insupportable qui déchire aujourd'hui tous ceux d'entre nous qui en ont connaissance. Beaucoup d'hommes de la résistance ont connu un de leurs camarades qui commença à lutter contre l'Allemand dès 1941. Il avait choisi le plus difficile. Il organisait en zone nord les sabotages ferroviaires. Recherché en 1942, il devait passer en zone sud. Arrêté par Vichy, il traînait 13 mois en prison, au sortir desquels il prenait un poste important dans les mouvements unis de résistance à l'organisation des sabotages. À ce poste, il ne se contentait pas de commander, il exécutait lui-même. Il était de tous les dangers. C'est alors qu'il fut arrêté, en même temps que des chefs très importants de la résistance, près de Lyon, à un rendez-vous que très peu d'hommes connaissaient. À cause des personnalités capturées, le coup porté à la résistance était très dur.
15 jours après, notre camarade reparaissait cependant, disant qu'il s'était évadé. Une partie de ses compagnons le soupçonna dès lors de complicité avec la Gestapo. Une autre partie, la plus grande, lui maintint sa confiance. Pourquoi? Il est difficile de le dire, s'il était facile alors de l'éprouver. Une certaine poignée de main, les gestes du courage, la vérité d'un regard. Ceux qui lui firent confiance n'eurent jamais à s'en repentir. Jusqu'à la libération, malgré la souffrance morale où le mettait une suspicion qu'il ne pouvait ignorer, cet homme a continué son travail et servit admirablement la cause de son pays. Depuis la libération, il occupait un poste officiel dans un de nos ministères. Rien n'était changé, sinon que ceux qui l'entouraient pouvaient remarquer chez lui une nervosité croissante, de brusques assombrissements qui le mettaient près des larmes. Il y a un mois, cet homme a été arrêté par la sécurité militaire. Et ses camarades, stupéfaits, étaient informés qu'il avait avoué et que c'était lui, en vérité, qui avait livré le rendez-vous à la Gestapo. Mais, dans le premier mouvement de leur colère, ils apprenaient que leurs camarades avaient été arrêtés peu avant le rendez-vous, que sa femme s'était peut-être trouvée aux mains de la Gestapo et que, par la torture ou le chantage, on avait obtenu qu'il parlât. L'histoire est dès lors facile à reconstituer. Un combattant, après des années de service irréprochable, cède une seconde à la douleur ou à l'angoisse. Il reprend ensuite sa place et personne ne pourrait dire si c'est par désespoir ou dans une pensée de réparation. Pendant de longs mois, il a vécu avec son acte et la pensée de ceux qui payent de longues souffrances ce court instant où il avait cédé. Pendant de longs mois, il a continué d'accomplir un devoir dont il ne se sentait plus digne. Aujourd'hui, il est arrêté. Demain, il sera jugé. J'ai peu de choses à ajouter à ce simple récit. Rien d'autre au fond qu'une question. Qui osera juger? Il y avait entre les hommes de la Résistance un serment jamais exprimé et selon lequel chacun s'engageait à être plus fort que la torture. Ce serment était nécessaire, mais s'il n'était pas exprimé, c'est que tous savaient les limites de la douleur et qu'aucun homme, avant la torture, ne peut savoir s'il est lâche ou non. C'est pourquoi ce serment était seulement celui que chaque combattant se faisait à lui-même dans la solitude. La plupart l'ont tenu. Les bourreaux ont été vaincus. D'autres ont été moins forts. Je sais qu'il serait facile de les charger, mais je veux dire très haut qu'aucun homme de la Résistance n'accepterait de les condamner. Car si, comme tant d'autres, il était resté chez eux, s'ils n'avaient pas choisi le chemin le plus difficile, ils seraient aujourd'hui vivants et respectés. Certes, les chemins difficiles demandent des fidélités supérieures, mais il est des heures et des souffrances où l'homme n'est plus lui-même, où la raison devient démence et l'orgueil supplication.
Les combattants de la résistance savent bien qu'ils vivaient dans l'appréhension de cette minute, non pour la douleur qu'elle présageait, mais parce qu'elle pouvait leur apporter ou le mépris d'eux-mêmes, ou la paix invincible des cœurs restés fidèles. Non, cet homme ne relève pas de notre justice. Il ne relève que de sa propre justice. Un tribunal officiel pourra peut-être le frapper de mort, mais au plus profond de nous-mêmes, nous le saurons innocent. Et s'il revenait enfin dans une vie qui plus jamais n'aura pour lui le même goût, nous lui offririons notre main et notre silence. Non seulement parce qu'il est allé jusqu'au bout d'une épreuve inimaginable, pendant qu'une foule d'hommes dormait ou jouissait au milieu des plus affreux malheurs, mais aussi parce que nous savons tous que cette lutte implacable, commencée dans la solitude, lui a apporté, pour finir, la plus terrible des condamnations, celle qu'on porte soi-même, et justement dans la solitude. Je vais lire un extrait d'un recueil de nouvelles d'Albert Camus qui s'intitule L'hôte. L'instituteur regardait les deux hommes monter vers lui. L'un était à cheval, l'autre à pied. Il n'avait pas encore entamé le raidillon abrupt qui menait à l'école, bâtie au flanc d'une colline. Il peinait, progressant lentement dans la neige, entre les pierres, sur l'immense étendue du haut plateau désert. De temps en temps, le cheval bronchait visiblement. On ne l'entendait pas encore, mais on voyait le jet de vapeur qui sortait alors de ses naseaux. L'un des hommes, au moins, connaissait le pays. Il suivait la piste qui avait pourtant disparu depuis plusieurs jours sous une couche blanche et sale. L'instituteur calcula qu'il ne serait pas sur la colline avant une demi-heure. Il faisait froid. Il rentra dans l'école pour chercher un chandail. Il traversa la salle de classe vide et glacée. Sur le tableau noir, les 4 fleuves de France, dessinés avec 4 craies de couleurs différentes, coulaient vers leur estuaire depuis 3 jours. La neige était tombée brutalement à la mi-octobre après 8 mois de sécheresse, sans que la pluie eût apporté une transition, et la vingtaine d'élèves qui habitaient dans les villages disséminés sur le plateau ne venaient plus. Il fallait attendre le beau temps. Daru ne chauffait plus que l'unique pièce qui constituait son logement, attenant à la classe, et ouvrant aussi sur le plateau à l'est. Une fenêtre donnait encore, comme celle de la classe, sur le Midi. De ce côté, l'école se trouvait à quelques kilomètres de l'endroit où le plateau commençait à descendre vers le sud. Par temps clair, on pouvait apercevoir les masses violettes du contrefort montagneux où s'ouvrait la porte du désert. Un peu réchauffé, Daru retourna à la fenêtre, d'où il avait pour la première fois aperçu les 2 hommes. On ne les voyait plus. Ils avaient donc attaqué le raidillon. Le ciel était moins foncé. Dans la nuit, la neige avait cessé de tomber. Le matin s'était levé sur une lumière sale qui s'était à peine renforcée à mesure que le plafond de nuages remontait. À 2 heures de l'après-midi, on eût dit que la journée commençait seulement. Mais cela valait mieux que ces 3 jours où l'épaisse neige tombait au milieu des ténèbres incessantes avec de petites sautes de vent qui venaient secouer la double porte de la classe. Daru patientait alors de longues heures dans sa chambre, dont il sortait toujours les appentis
soigner les poules et puiser dans la provision de charbon. Heureusement, la camionnette de Tadjid, le village le plus proche au nord, avait apporté le ravitaillement 2 jours avant la tourmente. Elle reviendrait dans 48 heures. Il avait d'ailleurs de quoi soutenir un siège, avec les sacs de blé qui encombraient la petite chambre et que l'administration lui laissait en réserve pour distribuer à ceux de ses élèves dont les familles avaient été victimes de la sécheresse. En réalité, le malheur les avait tous atteints puisque tous étaient pauvres. Chaque jour, Daru distribuait une ration aux petits. Elle leur avait manqué, ils le savaient bien pendant ces mauvais jours. Peut-être un des pères ou des grands frères viendrait ce soir et il pourrait les ravitailler en grains. Il fallait faire la soudure avec la prochaine récolte, voilà tout. Des navires de blé arrivaient maintenant de France, le plus dur était passé. Mais il serait difficile d'oublier cette misère, cette armée de fantômes haillonneux errant dans le soleil, les plateaux calcinés mois après mois, la terre recroquevillée peu à peu, littéralement torréfiée, chaque pierre éclatant en poussière sous le pied. Les moutons mouraient alors par milliers, et quelques hommes, çà et là, sans qu'on puisse toujours le savoir. Devant cette misère, lui qui vivait presque en moine dans cette école perdue, content d'ailleurs qu'il avait, et de cette vie rude, s'était senti un seigneur, avec ses murs crépis, son divan étroit, ses étagères de bois blanc, son puits, et son ravitaillement hebdomadaire en eau et en nourriture. Et tout d'un coup, sans avertissement, sans la détente de la pluie. Le pays était ainsi, cruel à vivre, même sans les hommes, qui pourtant n'arrangeaient rien. Mais Daru y était né. Partout ailleurs, il se sentait exilé. Il sortit et avança sur le terre-plein devant l'école. Les 2 hommes étaient maintenant à mi-pente. Il reconnut dans le cavalier Balducci, le vieux gendarme qu'il connaissait depuis longtemps. Balducci tenait au bout d'une corde un arabe qui avançait derrière lui, les mains liées, le front baissé. Le gendarme fit un geste de salutation auquel Daru ne répondit pas, tout entier occupé à regarder l'arabe, vêtu d'une djellaba autrefois bleue, les pieds dans des sandales, mais couvert de chaussettes en grosse laine grège, la tête coiffée d'un chèche étroit et court. Ils approchaient. Balducci maintenait ses mains aux mains pour ne pas blesser l'arabe, et le groupe avançait lentement. À portée de voix, Balducci cria « 1 heure pour faire les 3 kilomètres dès la meure ici !» Daru ne répondit pas. Court et carré dans son chandail épais, il les regardait monter. Pas une seule fois, l'arabe n'avait levé la tête. « Salut !» dit Daru quand ils débouchèrent sur le terre-plein. « Entrez vous réchauffer. » Balducci descendit péniblement de sa bête, sans lâcher la corde. Il sourit à l'instituteur sous ses moustaches hérissées, ses petits yeux sombres, très enfoncés sous le front basané, et sa bouche entourée de rides, lui donnaient un air attentif et appliqué. Daru prit la bride, conduisit la bête vers l'appentis et revint vers les 2 hommes qui l'attendaient maintenant dans l'école. Il les fit pénétrer dans sa chambre. « Je vais chauffer la classe, dit-il. Nous y serons plus à l'aise. » Quand il entra de nouveau dans la chambre, Balducci était sur le divan. Il avait dénoué la corde qui le liait à l'arabe, et celui-ci s'était accroupi près du voile. Les mains toujours liées, le chèche maintenant poussé en arrière, il regardait vers la fenêtre. Daru ne vit d'abord que ses énormes lèvres, pleines, lisses, presque dévoyées. Le nez, cependant, était noir, les yeux sombres, pleins de fièvre. Le chèche découvrait un front buté, et sous la peau recuite mais un peu décolorée par le froid, tout le visage avait un air à la fois inquiet et rebelle, qui frappa Daru quand l'arabe, tournant son visage vers lui, le regarda droit dans les yeux. « Passez à côté, » dit l'instituteur. « Je vais vous faire du thé à la menthe. »« Merci, » dit Balducci. « Quelle corvée! Vivement la retraite !»
et s'adressant en arabe à son prisonnier. « Viens, toi !» L'arabe se leva et, lentement tenant ses poignets joints devant lui, passa dans l'école. Avec le thé, Daru apporta une chaise, mais Balducci trônait déjà sur la première table d'élèves et l'arabe s'était accroupi contre l'estrade du maître face au poêle qui se trouvait entre le bureau et la fenêtre. Quand il tendit le verre de thé au prisonnier, Daru hésita devant ses mains liées. « On peut le délier peut-être ?»« Sûr, dit Balducci, c'était pour le voyage. » Il fit mine de se lever, mais Daru, posant le verre sur le sol, s'était agenouillé près de l'arabe. Celui-ci, sans rien dire, le regardait faire de ses yeux fiévreux. Les mains libres, il frotta l'un contre l'autre ses poignets gonflés, prit le verre de thé et aspira le liquide brûlant, cette gorgée rapide. « Bon, dit Daru, et comme ça, où allez-vous » Balducci retira sa moustache du thé. « Ici, fils. » Drôle d'élève. Vous couchez ici? Non, je vais retourner à El Hammer. Et toi, tu livreras les camarades à Tingit. On l'attend à la commune mixte. Balducci regardait Daru avec un petit sourire d'amitié. « Qu'est-ce que tu racontes ?» dit l'instituteur. « Tu te fous de moi ?»« Non, fils, ce sont les ordres. »« Les ordres? Mais je ne suis pas... » Daru hésita. Il ne voulait pas peiner le vieux Corse. « Enfin, ce n'est pas mon métier. »« Hé, qu'est-ce que ça veut dire? À la guerre, on fait tous les métiers. »« Alors j'attendrai la déclaration de guerre ?» Balducci approuva de la tête. « Bon, mais les ordres sont là, et ils te concernent aussi. Ça bouge, paraît-il, on parle de révolte prochaine. Nous sommes mobilisés, dans un sens. » Daru gardait son air buté. « Écoute, fils, dit Balducci, je t'aime bien, il faut comprendre. Nous sommes une douzaine à El Hammer pour patrouiller dans le territoire d'un petit département. Et je dois rentrer. On m'a dit de te confier ce zèbre et de rentrer sans tarder. On ne pouvait pas le garder là-bas. Son village s'agitait, il voulait le reprendre. Tu dois le mener à Tingit dans la journée de demain. Ce n'est pas une vingtaine de kilomètres qui font peur à un costaud comme toi. Après, ce sera fini. Tu retrouveras tes élèves et la bonne vie. » Derrière le mur, on entendit le cheval s'ébrouer et frapper du sabot. Daru regardait par la fenêtre. Le temps se levait décidément, la lumière s'élargissait sur le plateau neigeux. Quand toute la neige serait fondue, le soleil régnerait de nouveau et brûlerait une fois de plus les champs de pierre. Pendant des jours encore, le ciel inaltérable déverserait sa lumière sèche sur l'étendue solitaire où rien ne rappelait l'homme. Enfin, dit-il en se retournant vers Balducci, qu'est-ce qu'il ferait ? Il demanda avant que le gendarme ouvre la bouche, il français. Non, pas un mot. On le recherchait depuis un mois, mais il le cachait. Il a tué son cousin. Il est contre nous? Je ne crois pas. On ne peut jamais savoir. Pourquoi a-t-il tué? Des affaires de famille, je crois. L'un devait du grain à l'autre, paraît-il. Ce n'est pas clair. Enfin bref, il a tué le cousin d'un coup de serpe. Tu sais? Comme au mouton. Zic! Balducci fit le geste de passer une lame sur sa gorge, et l'arabe, son attention attirée, le regardait avec une sorte d'inquiétude. Une colère subite vint à Daru contre cet homme, contre tous les hommes, et leur sale méchanceté, leur haine inlassable, leur folie du sang. Mais la bouilloire chantait sur le poêle. Il resservit du thé à Balducci, hésita, puis servit à nouveau l'arabe qui, une seconde fois, but avec avidité. Ses bras soulevés entrebâillaient dans la djellaba, et l'instituteur aperçut sa poitrine maigre et musclée. « Merci, petit, » dit Balducci. « Allez, maintenant je file !» Il se leva et se dirigea vers l'arabe en tirant une corde de sa poche. « Qu'est-ce que tu fais » demanda sèchement Daru. Balducci, interdit, lui montra la corde. « Ce n'est pas la peine. » Le vieux gendarme hésita. « Comme tu voudras. Naturellement, tu es armé. »« J'ai mon fusil de chasse. »« Où ? Dans la malle ? Tu devrais l'avoir près de ton lit. »« Pourquoi ? Je n'ai rien à craindre. »« Tu es sonné, fils. S'il se soulève, personne n'est à l'abri. Nous sommes tous dans le même sac. »« Je me défendrai. J'ai le temps de les voir arriver. » Balducci se mit à rire,
Puis la moustache vint soudain recouvrir les dents encore blanches. « Tu as le temps ? Bon, c'est ce que je disais. Tu as toujours été un peu fêlé. C'est pour ça que je t'aime bien. Mon fils était comme ça. » Il tirait en même temps son revolver et le posait sur le bureau. « Garde-le. Je n'ai pas besoin de 2 armes d'ici à la main. » Le revolver brillait sur la peinture noire de la table. Quand le gendarme se retourna vers lui, l'instituteur sentit son odeur de cuir et de cheval. « Écoute, Balducci, » dit Daru soudainement, « ça me dégoûte, ton gars le premier. Mais je ne le livrerai pas. Je battre, oui, si tu veux. » Le gendarme se tenait devant lui et le regardait avec ses yeux. « Tu fais des bêtises, » dit-il lentement. « Moi non plus, je n'aime pas ça. Mettre une corde à un homme, malgré les années où on ne les pas, et même si on a honte. Mais on ne peut pas les laisser faire. » « Je ne le livrerai pas, » répéta Daru. « C'est un ordre, fils, je te le répète. » « C'est ça, répète-leur ce que je t'ai dit. »« Je ne le livrerai pas. » Balducci faisait un visible effort de réflexion. Il regardait l'arabe et Daru. Il se décida enfin. « Non, je ne leur dirai rien. Si tu veux nous lâcher à ton aise, je ne te dénoncerai pas. J'ai l'ordre de livrer le prisonnier, je le fais. Maintenant, tu vas signer le papier. C'est inutile. Je ne nierai pas que tu me l'as laissé. Ne sois pas méchant avec moi, je sais que tu diras la vérité. Tu es d'ici, tu es un homme, mais tu dois signer, c'est la règle. » Daru ouvrit son tiroir, tira une petite bouteille carrée d'encre violette, le porte-plume de bois rouge avec la plume sergent-major qui lui servait à tracer les modèles d'écriture, et il signa. Le gendarme plia soigneusement le papier et le mit dans son portefeuille. Puis, il se dirigea vers la porte. « Je vais t'accompagner, Daru. » dit Balducci. « Ce n'est pas la peine d'être poli, tu m'as fait un affront. » Il regarda l'arabe, immobile à la même place, renifla d'un air chagrin et se détourna vers la porte. « Adieu, fils, » dit-il. La porte battit derrière lui. Balducci surgit devant la fenêtre, puis disparut. Ses pas étaient étouffés par la neige. Le cheval s'agita derrière la cloison, des poules s'effarèrent. Un moment après, Balducci repassa devant la fenêtre, tirant le cheval par la bride. Il avançait vers le raidillon sans se retourner, disparut le premier et le cheval le suivit. On entendit une grosse pierre rouler mollement. Daru revint vers le prisonnier qui avait bougé, mais ne quittait pas des yeux. « Attends, » dit l'instituteur en arabe, et il se dirigea vers la chambre. Au moment de passer le seuil, il se ravisa, alla au bureau, prit le revolver et le fourra dans sa poche. Puis, sans se retourner, il entra dans sa chambre. Longtemps, il resta étendu sur son divan, à regarder le ciel se fermer peu à peu, à écouter le silence. C'était ce silence qui lui avait paru pénible les premiers jours de son arrivée, après la guerre. Il avait demandé un poste dans la petite ville au pied des contreforts qui séparent du désert les hauts plateaux. Là, des murailles rocheuses, vertes et noires au nord, roses ou mauves au sud, marquaient la frontière de l'éternel été. On l'avait nommé à un poste plus au nord, sur le plateau même. Au début, la solitude et le silence lui avaient été durs sur cette terre ingrate habitée seulement par des pierres. Parfois, des sillons faisaient croire à des cultures, mais il fallait les creuser pour mettre au jour une certaine pierre propice à la construction. On ne labourait ici que pour récolter des cailloux. D'autres fois, on grattait quelques copeaux de terre accumulés dans les creux dont on engraisserait les maigres jardins des villages. C'était ainsi. Le caillou seul couvrait les 3/4 de ce pays. Les villes y naissaient, brillaient, puis disparaissaient. Les hommes y passaient, s'aimaient ou se mordaient à la gorge, puis mouraient. Dans ce désert, personne, ni lui ni son hôte, n'était rien. Et pourtant, hors de ce désert, ni l'un ni l'autre, Daru le savait, n'aurait pu vivre vraiment. Quand il se leva, aucun bruit ne venait de la salle de classe. Il s'étonna de cette joie franche qui lui venait à la seule pensée que l'arabe avait pu fuir et qu'il allait se retrouver seul sans avoir rien à décider. Mais le prisonnier était là. Il s'était seulement couché de tout son long entre le poêle et le bureau.
Les yeux ouverts, il regardait le plafond. Dans cette position, on voyait surtout ses lèvres épaisses qui lui donnaient un air boudeur. « Viens, dit Daru. » L'arabe se leva et le suivit dans la chambre. L'instituteur lui montra une chaise près de la table sous la fenêtre. L'arabe prit place sans cesser de regarder Daru. « Tu as faim ?» ?»« Oui, dit le prisonnier. Daru installa deux couverts. Il prit de la farine et de l'huile, pétrit dans un plat une galette et alluma le petit fourneau à butane gaz. Pendant que la galette cuisait, il sortit pour ramener de la panty, du fromage, des œufs, des dattes et du lait condensé. Quand la galette fut cuite, il la mit à refroidir sur le rebord de la fenêtre, fit chauffer du lait condensé étendu d'eau et pour finir battit les œufs en omelette. Dans un de ses mouvements, il heurta le revolver enfoncé dans sa poche droite. Il posa le bol, passa dans la salle de classe et mit le revolver dans le tiroir de son bureau. Quand il revint dans la chambre, la nuit tombait. Il donna de la lumière et servit l'arabe. Mange. L'autre prit un morceau de galette, le porta vivement à sa bouche et s'arrêta. « Et toi ?» dit-il. « Après toi, je mangerai aussi. » Les grosses lèvres s'ouvrirent un peu, l'arabe hésita, puis il mordit résolument dans la galette. Le repas fini, l'arabe regardait l'instituteur. « C'est toi le juge ?»« Non, je te garde jusqu'à demain. »« Pourquoi tu manges avec moi ?»« J'ai faim. » L'autre se tut. Daru se leva et sortit. Il ramena un lit de camp de la panty, l'étendit entre la table et le poêle, perpendiculairement à son propre lit. D'une grande valise qui, debout dans un coin, servait d'étagère à dossier, il tira deux couvertures qu'il disposa sur le lit de camp, puis il s'arrêta, se sentit oisif, s'assit sur son lit. Il n'y avait plus rien à faire, ni à préparer. Il fallait regarder cet homme. Il le regardait donc. Essayant d'imaginer ce visage emporté de fureur, il n'y parvenait pas. Il voyait seulement le regard à la fois sombre et brillant, et la bouche animale. « Pourquoi tu l'as tué ?» dit-il d'une voix dont l'hostilité le surprit. L'arabe détourna son regard. « Il s'est sauvé. J'ai couru derrière lui. » Il releva les yeux sur Daru, et ils étaient pleins d'une sorte d'interrogation malheureuse. « Maintenant, qu'est-ce qu'on va me faire ?»« Tu as peur ?» L'autre se raidit, en détournant les yeux. « Tu regrettes ?» L'arabe le regarda, bouche ouverte, visiblement il ne comprenait pas. L'irritation gagnait Daru. En même temps, il se sentait gauche et emprunté dans son gros corps coincé entre les deux lits. « Couche-toi là, dit-il avec impatience, c'est ton lit. » L'arabe ne bougeait pas. Il appela Daru, dit. L'instituteur le regarda. « Le gendarme revient demain ?»« Je ne sais pas. »« Tu viens avec nous ?»« Je ne sais pas. Pourquoi ?» Le prisonnier se leva et s'étendit à même les couvertures, les pieds vers la fenêtre. La lumière de l'ampoule électrique lui tombait droit dans les yeux, qu'il ferma aussitôt. « Pourquoi ?» répéta Daru, planté devant le lit. L'arabe ouvrit les yeux sous la lumière aveuglante et le regarda en s'efforçant de ne pas battre les paupières. « Viens avec nous, » dit-il. Au milieu de la nuit, Daru ne dormait toujours pas. Il s'était mis au lit après s'être complètement déshabillé. Il couchait nu habituellement, mais quand il se trouva sans vêtements dans la chambre, il hésita, il se sentait vulnérable. La tentation lui vint de se rhabiller, puis il haussa les épaules. Il en avait vu d'autres, et s'il le fallait, il casserait en deux son adversaire. De son lit, il pouvait l'observer étendu sur le dos, toujours immobile, et les yeux fermés sous la lumière violette. Quand Daru éteignit, les ténèbres semblèrent se congeler d'un seul coup. Peu à peu, la nuit redevint vivante dans la fenêtre, où le ciel sans étoiles remuait doucement. L'instituteur distingua bientôt le corps étendu devant lui. L'arabe ne bougeait toujours pas, mais ses yeux semblaient ouverts. Un léger vent rôdait autour de l'école. Il chasserait peut-être les nuages, et le soleil reviendrait. Dans la nuit, le vent grandit. Les poules s'agitèrent un peu, puis se turent.
L'arabe se retourna sur le côté, présentant le dos à Daru, et celui-ci crut l'entendre gémir. Il guetta ensuite sa respiration, devenue plus forte et plus régulière. Il écoutait ce souffle si proche et rêvait sans pouvoir s'endormir. Dans la chambre où, depuis 1 an, il dormait seul, cette présence le gênait. Mais elle le gênait aussi parce qu'elle lui imposait une sorte de fraternité qu'il refusait dans les circonstances présentes et qu'il connaissait bien. Les hommes qui partagent les mêmes chambres, soldats ou prisonniers, contractent un lien étrange, comme si, leurs armures quittées avec les vêtements, ils se rejoignaient chaque soir par-dessus leurs différences dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. Mais Daru se secouait, il n'aimait pas ces bêtises, il fallait dormir. Un peu plus tard pourtant, quand l'arabe bougea imperceptiblement, l'instituteur ne dormait toujours pas. Au deuxième mouvement du prisonnier, il se réveillait, en alerte. L'arabe se soulevait lentement sur les bras, un mouvement presque somnambulique. Assis sur le lit, il attendit, immobile, sans tourner la tête vers Daru, comme s'il écoutait de toute son attention. Daru ne bougea pas. Il venait de penser que le revolver était resté dans le tiroir de son bureau. Il valait mieux agir tout de suite. Il continua cependant d'observer le prisonnier qui faisait le même mouvement huilé, posait ses pieds sur le sol, attendait encore, puis commençait à se dresser lentement. Daru allait l'interpeller quand l'arabe se mit en marche, d'une allure naturelle cette fois, mais extraordinairement silencieuse. Il allait vers la porte du fond qui donnait sur l'appentis. Il fit jouer le loquet avec précaution et sortit en repoussant la porte derrière lui sans la refermer. Daru n'avait pas bougé. Il fuit, pensait-il seulement. Mon débarras. Il tendit pourtant l'oreille, les poules ne bougeaient pas. L'autre était donc sur le plateau. Un faible bruit d'eau lui parvint alors, dont il ne comprit ce qu'il était, qu'au moment où l'arabe s'encastra de nouveau dans la porte, la referma avec soin et vint se recoucher sans bruit. Alors Daru lui tourna le dos et s'endormit. Plus tard encore, il lui sembla entendre du fond de son sommeil des pas furtifs autour de l'école. Je rêve, se répétait-il. Et il dormait. Quand il se réveilla, le ciel était découvert. Par la fenêtre mal jointe entrait un air froid et pur. L'arabe dormait, recroquevillé maintenant sous les couvertures, la bouche ouverte, totalement abandonné. Mais quand Daru le secoua, un sursaut terrible, regardant Daru sans le reconnaître avec des yeux fous et une expression si apeurée que l'instituteur fit un pas en arrière. « N'aie pas peur, c'est moi !»« Il faut manger. » L'arabe secoua la tête et dit « oui ». Le calme était revenu sur son visage, mais son expression restait absente et distraite. Le café était prêt. Ils le burent, assis tous deux sur le lit de camp, en mordant leurs morceaux de galette. Puis Daru mena l'arabe sous l'appentis et lui montra le robinet où il faisait sa toilette. Il rentra dans la chambre, plia les couvertures et le lit de camp, fit son propre lit et mit la pièce en ordre. Il sortit alors sur le terre-plein en passant par l'école. Le soleil montait déjà dans le ciel bleu. Une lumière tendre et vive inondait le plateau désert. Sur le raidillon, la neige fondait par endroits. Les pierres allaient apparaître de nouveau. Accroupi au bord du plateau, l'instituteur contemplait l'étendue déserte. Il pensait à Balducci. Il lui avait fait de la peine. Il l'avait renvoyé d'une certaine manière, mais il ne voulait pas être dans le même sac. Il entendait encore l'adieu du gendarme, et sans savoir pourquoi, il se sentait étrangement vide et vulnérable. À ce moment, de l'autre côté de l'école, le prisonnier toussa. Daru l'écouta presque malgré lui, puis furieux jeta un caillou qui siffla dans l'air avant de s'enfoncer dans la neige. Le crime imbécile de cet homme le révoltait, mais le livrer était contraire à l'honneur. Ses pensées seulement le rendaient fou d'humiliation. Et il maudissait à la fois les siens qui lui envoyaient cet arabe et celui-ci qui avait osé tuer et n'avait pas su s'enfuir. Daru se leva, tourna en rond sur le terre-plein, attendit immobile, puis entra dans l'école. L'arabe, penché sur le sol cimenté de l'appentis, se lavait les dents avec 2 doigts. Daru le regarda, puis « Viens », dit-il.
Il rentra dans la chambre devant le prisonnier. Il enfila une veste de chasse sur son chandail et chaussa des souliers de marche. Il attendit debout que l'arabe eût remis son chèche et ses sandales. Ils passèrent dans l'école et l'instituteur montra la sortie à son compagnon. « Va, dit-il. » L'autre ne bougea pas. « Je viens, dit Daru. » L'arabe sortit. Daru rentra dans la chambre et fit un paquet avec des biscottes, des dattes et du sucre. Dans la salle de classe, avant de partir, il hésita une seconde pendant qu'il habillait, puis il franchit le seuil de l'école et boucla les portes. « C'est par là, dit-il. » Il prit la direction de l'est, suivi par le prisonnier. Mais, à une faible distance de l'école, il lui sembla entendre un léger bruit derrière lui. Il revint sur ses pas, inspecta les alentours de la maison. Il n'y avait personne. L'arabe le regardait faire, sans paraître comprendre. « Allons, dit Daru. » Ils marchèrent 1 heure et se reposèrent auprès d'une sorte d'aiguille calcaire. La neige fondait de plus en plus vite. Le soleil poussait au sommet des flaques, nettoyait à toute allure le plateau qui, peu à peu, devenait sec et vibrait comme l'air lui-même. Quand ils reprirent la route, le sol résonnait sous leurs pas. De loin en loin, un oiseau fendait l'espace devant eux avec un cri joyeux. Daru buvait, à profonde respiration, la lumière fraîche. Une sorte d'exaltation naissait en lui devant le grand espace presque entièrement jaune, sous sa calotte de ciel bleu. Ils marchèrent encore 1 heure en descendant vers le sud. Ils arrivèrent à une sorte d'éminence aplatie faite de rochers friables. À partir de là, le plateau dévalait à l'est vers une plaine basse où l'on pouvait distinguer quelques arbres maigres, et au sud vers des amas rocheux qui donnaient au paysage un aspect tourmenté. Daru inspecta les 2 directions. Il n'y avait que le ciel à l'horizon, pas un homme ne se montrait. Il se tourna vers l'arabe, il le regardait sans comprendre. Daru lui tendit un paquet. « Prends, dit-il. Ce sont des dattes, du pain, du sucre. Tu peux tenir 2 jours. Voilà 1000 francs aussi. » L'arabe prit le paquet et l'argent, mais il gardait ses mains pleines à hauteur de la poitrine, comme s'il ne savait que faire de ce qu'on lui donnait. « Regarde maintenant, dit l'instituteur, et il lui montrait la direction de l'est. Voilà la route d'Armouillet. Tu as 2 heures de marche. À Tinguit, il y a l'administration et la police. Ils t'attendent. » L'arabe regardait vers l'est, retenant toujours contre lui le paquet et l'argent. Daru lui prit le bras et lui fit faire sans douceur un quart de tour vers le sud. Au pied de la hauteur où il se trouvait, on devinait un chemin à peine dessiné. Ça, c'est la piste qui traverse le plateau. À 1 jour de marche d'ici, tu trouveras les pâturages et les premiers nomades. Ils t'accueilleront et t'abriteront, selon leurs lois. L'arabe s'était retourné maintenant vers Daru, et une sorte de panique se levait sur son visage. « Écoute, dit-il. » Daru secoua la tête. « Non, tais-toi. Maintenant, je te laisse. » Il lui tourna le dos, fit 2 grands pas dans la direction de l'école, regarda d'un air indécis l'arabe et repartit. Pendant quelques minutes, il n'entendit plus que son propre pas, sonore, sur la terre froide, et il ne détourna pas la tête. Au bout d'un moment, pourtant, il se retourna. L'arabe était toujours là, au bord de la colline, les bras pendants maintenant, et il regardait l'instituteur. Daru sentit sa gorge se nouer, mais il jura d'impatience, fit un grand signe et repartit. Il était déjà loin quand il s'arrêta de nouveau et regarda. Il n'y avait plus personne sur la colline. Daru hésita. Le soleil était maintenant assez haut dans le ciel et commençait de lui dévorer le front. L'instituteur revint sur ses pas, d'abord un peu incertain, puis avec décision. Quand il parvint à la petite colline, il ruisselait de sueur. Il la gravit à toute allure et s'arrêta essoufflé sur le sommet. Les champs de roche du sud se dessinaient nettement sur le ciel bleu, mais sur la plaine à l'est, une buée de chaleur montait déjà. Et dans cette brume légère, Daru, le cœur serré, découvrit l'arabe qui cheminait lentement sur la route de la prison.
Un peu plus tard, planté devant la fenêtre de la salle de classe, l'instituteur regardait sans la voir la jeune lumière bondir des hauteurs du ciel sur toute la surface du plateau. Derrière lui, sur le tableau noir, entre les méandres des fleuves français, s'étalait, tracée à la craie par une main malhabile, l'inscription qu'il venait de lire « Tu as livré notre frère, tu paieras ». Daru regardait le ciel, le plateau, et au-delà les terres invisibles qui s'étendaient jusqu'à la mer. Dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé, il était seul. Un autre article publié dans Combat le 10 mai 1947, La contagion. Il n'est pas douteux que la France soit un pays beaucoup moins raciste que tous ceux qu'il m'a été donné de voir. C'est pour cela qu'il m'est impossible d'accepter sans révolte les signes qui apparaissent ça et là de cette maladie stupide et criminelle. Un journal du matin titre sur plusieurs colonnes la première page « L'assassin Razetta ». C'est un signe. Il est bien évident que l'affaire Razetta est aujourd'hui à l'instruction et qu'il est impossible de donner une telle publicité à une si grave accusation avant que cette instruction soit achevée. Je dis tout de suite que je n'ai comme information non suspecte sur l'affaire malgache que des récits d'atrocités commises par les rebelles et des rapports sur certains aspects de la répression. En fait de conviction, je ne ressens donc qu'une égale répugnance envers les deux méthodes. Mais la question est de savoir si M. Razetta est un assassin ou non. Il est sûr qu'un honnête homme n'en décidera qu'une fois l'instruction terminée. En tout état de cause, aucun journaliste n'aurait osé un pareil titre si l'assassin supposé s'appelait Dupont ou Durand. Mais M. Razetta est malgache et il doit être assassin de quelque façon. Un tel titre ne tire donc pas à conséquence. Ce n'est pas le seul signe. On trouve normal que le malheureux étudiant qui a tué sa fiancée utilise pour détourner les soupçons la présence de Sidi, comme ils disent, dans la forêt de Sénart. Si des Arabes se promènent dans une forêt, le printemps n'a rien à y voir. Ce ne peut être que pour assassiner leurs contemporains. De même, on est toujours sûr de tomber au hasard des journées sur un Français, souvent intelligent par ailleurs, et qui vous dit que les Juifs exagèrent vraiment. Naturellement, ce Français a un ami juif. Quant aux millions de Juifs qui ont été torturés et brûlés, l'interlocuteur n'approuve pas ces façons, loin de là. Simplement, il trouve que les Juifs exagèrent et qu'ils ont tort de se soutenir les uns les autres, même si cette solidarité leur a été enseignée par le camp de concentration. Oui, ce sont là des signes, mais il y a pire. On a utilisé en Algérie, il y a 1 an, les méthodes de la répression collective. Combat a révélé l'existence de la chambre d'aveu spontanée de Fianarantsoa. Et ici non plus, je n'aborderai pas le profond et le fond du problème qui est d'un autre ordre. Mais il faut parler de la manière qui donne à réfléchir. 3 ans après avoir éprouvé les effets d'une politique de terreur sous l'occupation,
des Français enregistrent ces nouvelles avec l'indifférence des gens qui en ont trop vu. Pourtant, le fait est là, clair et hideux comme la vérité. Nous faisons, dans ces cas-là, ce que nous avons reproché aux Allemands de faire. Je sais bien qu'on nous en a donné l'explication. C'est que les rebelles malgaches, eux aussi, ont torturé les Français. Mais la lâcheté et le crime de l'adversaire n'excusent pas qu'on devienne lâche et criminel. Je n'ai pas entendu dire que nous ayons construit des fours crématoires pour nous venger des nazis. Jusqu'à preuve du contraire, nous leur avons opposé des tribunaux. La preuve du droit, c'est la justice claire et ferme. Et c'est la justice qui devrait représenter la France. En vérité, l'explication est ailleurs. Si les Hitlériens ont appliqué à l'Europe les lois abjectes qui étaient les leurs, c'est qu'ils considéraient que leur race était supérieure et que la loi ne pouvait être la même pour les Allemands et pour les peuples esclaves. Si nous, Français, nous révoltions contre cette terreur, c'est que nous estimions que les Européens étaient égaux en droit et en dignité. Mais si aujourd'hui les Français apprennent sans révolte les méthodes que d'autres Français utilisent parfois envers des Algériens ou des Malgaches, c'est qu'ils vivent de manière inconsciente sur la certitude que nous sommes supérieurs en quelque manière à ces peuples et que le choix des moyens propres à illustrer cette supériorité importe peu. Une fois encore, il ne s'agit pas de régler ici le problème colonial ni de rien excuser. Il s'agit de détecter les signes de racisme qui déshonorent tant de pays déjà et dont il faudrait au moins préserver le nôtre. Là était et devrait être notre vraie supériorité et quelques-uns d'entre nous craignent que nous la perdions. S'il est vrai que le problème colonial est le plus complexe de ceux qui se posent à nous, s'il est vrai qu'il commande l'histoire des 50 années à venir, il est non moins vrai que nous ne pourrons jamais le résoudre si nous y introduisons les plus funestes préjugés. Et il ne s'agit pas ici de plaider pour un sentimentalisme ridicule qui mêlerait toutes les races dans la même confusion attendrie. Les hommes ne se ressemblent pas, il est vrai. Et je sais bien quelle profondeur de tradition me sépare d'un Africain et d'un musulman. Mais je sais bien aussi ce qui m'unit à eux, et qu'il est quelque chose en chacun d'eux que je ne puis mépriser sans me ravaler moi-même. C'est pourquoi il est nécessaire de dire clairement que ces signes spectaculaires ou non de racisme révèlent ce qu'il y a de plus abject et de plus insensé dans le cœur des hommes. Et c'est seulement lorsque nous en aurons triomphé que nous garderons le droit difficile de dénoncer partout où il se trouve l'esprit de tyrannie ou de violence. Albert Camus. Un autre article. « 25 novembre 1948 ». Le titre de l'article, c'est « Pourquoi l'Espagne ?» C'est une réponse de Camus au critique théâtral Gabriel Marcel pour la critique qu'il avait faite à la pièce « L'état de siège » qui a été représentée pour la première fois le 27 octobre 1948 par la compagnie Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud au théâtre Marigny. J'ajoute que la musique était de Arthur Honegger et que les costumes et les décors étaient de Balthus. C'était quand même pas mal.
et que la distribution de au moins 27 comédiens était inouïe. Il y avait Maria Cazares, il y avait Jean-Louis Barrault, il y avait Pierre Brasseur, il y avait Pierre Bertin, il y avait Madeleine Renaud, Jean de Sailly, Marcel Marceau, Gabriel Catan, Jean-Pierre Grandval, etc. Bon, c'était la qualité extrême. Réponse à Gabriel Marcel. Je ne répondrai ici qu'à 2 des passages de l'article que vous avez consacré à l'état de siège dans les nouvelles littéraires. Mais je ne veux répondre en aucun cas aux critiques que vous ou d'autres avez pu faire à cette pièce en tant qu'œuvre théâtrale. Quand on se laisse aller à présenter un spectacle, à publier un livre, on se met dans le cas d'être critiqué et l'on accepte la censure de son temps. Quoi qu'on ait à dire, il faut alors se taire. Vous avez cependant dépassé vos privilèges de critique en vous étonnant qu'une pièce sur la tyrannie totalitaire fût située en Espagne, alors que vous l'auriez mieux vue dans les pays de l'Est. Et vous me rendez définitivement la parole en écrivant qu'il y a là un manque de courage et d'honnêteté. Il est vrai que vous êtes assez bon pour penser que je ne suis pas responsable de ce choix. Traduisons, c'est le méchant metteur en scène Jean-Louis Barrault, déjà si noir de crime. Le malheur est que la pièce se passe en Espagne parce que j'ai choisi, et j'ai choisi seul, après réflexion, qu'elle s'y passe en effet. Je dois donc prendre sur moi vos accusations d'opportunisme et de malhonnêteté. Vous ne vous étonnerez pas, dans ces conditions, que je me sente forcé à vous répondre. Il est probable d'ailleurs que je ne me défendrai même pas contre vos accusations devant qui se justifier aujourd'hui. Si vous n'aviez touché à un sujet aussi grave que celui de l'Espagne. Car je n'ai vraiment aucun besoin de dire que je n'ai cherché à flatter personne en écrivant l'état de siège. J'ai voulu attaquer de front un type de société politique qui s'est organisé ou s'organise à droite et à gauche sur le mode totalitaire. Aucun spectateur de bonne foi ne peut douter que cette pièce prenne le parti de l'individu, de la chair dans ce qu'elle a de noble, de l'amour terrestre enfin, contre les abstractions et les terreurs de l'État totalitaire, qu'il soit russe, allemand ou espagnol. De graves docteurs réfléchissent tous les jours sur la décadence de notre société en y cherchant de profondes raisons. Ces raisons existent sans doute. Mais pour les plus simples d'entre nous, le mal de l'époque se définit par ses effets, non par ses causes. Il s'appelle l'État, policier ou bureaucratique. Sa prolifération dans tous les pays, sous les prétextes idéologiques les plus divers, l'insultante sécurité que lui donnent les moyens mécaniques et psychologiques de la répression, en font un danger mortel pour ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. De ce point de vue, la société politique contemporaine, quel que soit son contenu, est méprisable. Je n'ai rien dit d'autre. Et c'est pour cela que l'état de siège est un acte de rupture qui ne veut rien épargner. Ceci étant clairement dit, pourquoi l'Espagne ? Vous l'avouerai-je, j'ai un peu honte de poser la question à votre place. Pourquoi Guernica ? Gabriel Marcel ? Pourquoi ce rendez-vous pour la première fois à la face d'un monde encore endormi dans son confort et dans sa misérable morale? Hitler, Mussolini et Franco ont démontré à des enfants ce qu'était la technique totalitaire? Oui,
Pourquoi ce rendez-vous qui nous concerne aussi? Pour la première fois, les hommes de mon âge rencontraient l'injustice triomphante dans l'histoire. Le sang de l'innocence coulait alors au milieu d'un grand bavardage pharisien qui justement dure encore. Pourquoi l'Espagne? Mais parce que nous sommes quelques-uns qui ne nous laverons pas les mains de ce sang-là. Quelles que soient les raisons d'un anticommunisme, et j'en connais de bonnes, il ne se fera pas accepter de nous s'il s'abandonne à lui-même jusqu'à oublier cette injustice qui se perpétue avec la complicité de nos gouvernements. J'ai dit aussi que je l'ai pu ce que je pensais des camps de concentration russes. Mais ce n'est pas cela qui me fera oublier Dachau, Buchenwald et l'agonie sans nom de millions d'hommes, ni l'affreuse répression qui a décimé la République espagnole. Oui, malgré la communisation de nos grands politiques, c'est tout cela ensemble qu'il faut dénoncer. Et je n'excuserai pas cette peste hideuse à l'ouest de l'Europe, parce qu'elle exerce ses ravages à l'est. Vous écrivez que pour ceux qui sont bien informés, ce n'est pas d'Espagne que leur viennent en ce moment les nouvelles les plus propres à désespérer ceux qui ont le goût de la dignité humaine. Vous êtes mal informé, Gabriel Marcel. Hier encore, 5 opposants politiques ont été là-bas condamnés à mort. Mais vous vous prépariez à être mal informé en cultivant l'oubli. Vous avez oublié que les premières armes de la guerre totalitaire ont été trempées dans le sang espagnol. On célèbre, on commémore le 75e anniversaire des premières bombes de Mussolini et de Hitler tombées sur l'Espagne, sur la Catalogne. Bon, juste ces derniers jours. Vous avez oublié que les premières armes de la guerre totalitaire ont été trempées dans le sang espagnol. Vous avez oublié qu'en 1936, un général rebelle a levé au nom du Christ une armée de morts pour les jeter contre le gouvernement légal de la République espagnole, a fait triompher une cause injuste après d'inexpiables massacres et commencé dès lors une répression qui a duré 10 années et qui n'est pas encore terminée. Oui, vraiment. Pourquoi l'Espagne? Mais parce qu'avec beaucoup d'autres, oui, beaucoup d'autres, vous avez perdu la mémoire. Et aussi parce qu'avec un petit nombre de Français, il m'arrive encore de n'être pas fier de mon pays. Je ne sache pas que la France n'a jamais livré des livres soviétiques au gouvernement russe. Cela viendra. Nos élites sont prêtes à tout. Mais pour l'Espagne, au contraire, nous avons déjà bien fait les choses. En vertu de la clause la plus déshonorante de l'armistice, nous avons livré à Franco, sur l'ordre d'Hitler, des républicains espagnols. Et parmi eux, le grand Luis Companys. Et Companys a été fusillé au milieu de cet affreux trafic. C'était Vichy, bien sûr. Ce n'était pas nous. Nous avions placé seulement, en 1938, le poète Antonio Machado dans un camp de concentration d'où il ne sortit que pour mourir. Mais en ce jour où l'État français se faisait le recruteur des bourreaux totalitaires, qui a élevé la voix? Personne. C'est sans doute, Gabriel Marcel, que ceux qui auraient pu protester trouvaient comme vous que
tout cela était peu de choses auprès de ce qu'il détestait le plus dans le système russe. Alors, n'est-ce pas, un fusillé de plus, de moins, mais un visage de fusillé, c'est une vilaine plaie. Et la gangrène finit par s'y mettre. La gangrène a gagné. Où sont donc les assassins du président Kumpanj? À Moscou ou dans notre pays? Il faut répondre dans notre pays. Il faut dire que nous avons fusillé Kumpanj, que nous sommes responsables de ce qui a suivi. Il faut déclarer que nous en sommes humiliés et que notre seule façon de réparer sera de maintenir le souvenir d'une Espagne qui a été libre et que nous avons trahi comme nous l'avons pu, à notre place et à notre manière, qui était petite. Et il est vrai qu'il n'est pas une puissance qui ne les trahit, sauf l'Allemagne et l'Italie, qui, elles, fusillaient les Espagnols de face. Mais ceci ne peut être qu'une consolation, et l'Espagne libre continue, par son silence, de nous demander réparation. J'ai fait ce que j'ai pu pour ma faible part, et c'est ce qui vous scandalise. Si j'avais eu plus de talent, la réparation eût été plus grande. Voilà tout ce que je puis dire. La lâcheté et la tricherie auraient été ici de pactiser. Mais je m'arrêterai sur ce sujet et je ferai taire mes sentiments par égard pour vous. Tout au plus pourrais-je encore vous dire qu'aucun homme sensible n'aurait dû être étonné qu'ayant à choisir de faire parler le peuple de la chair et de la fierté pour l'opposer à la honte et aux ondes de la dictature, j'ai choisi le peuple espagnol. Je ne pouvais tout de même pas choisir le public international du Reader Digest ou les lecteurs de Samedi Soir et France Dimanche. Mais vous êtes sans doute pressé que je m'explique pour finir sur le rôle que j'ai donné à l'Église. Sur ce point, je serai bref. Vous trouvez que ce rôle est odieux, alors qu'il ne l'était pas dans mon roman. Mais je devais dans mon roman rendre justice à ceux de mes amis chrétiens que j'ai rencontrés sous l'occupation dans un combat qui était juste. J'avais au contraire dans ma pièce à dire quel a été le rôle de l'Église d'Espagne. Et si je l'ai fait odieux, c'est qu'à la face du monde, le rôle de l'Église d'Espagne a été odieux. Si dur que cette vérité soit pour vous, vous vous consolerez en pensant que la scène qui vous gêne ne dure qu'une minute, tandis que celle qui offense encore la conscience européenne dure depuis 10 ans. Et l'Église entière aurait été mêlée à cet incroyable scandale d'évêques espagnols bénissant les fusils d'exécution, si dès les premiers jours, 2 grands chrétiens, dont l'un, Bernanos, est aujourd'hui mort, et l'autre, José Bergamín, exilé de son pays, n'avaient élevé la voix. Bernanos n'aurait pas écrit ce que vous avez écrit sur ce sujet. Il savait, lui, que la phrase qui conclut ma scène « Chrétiens d'Espagne, vous êtes abandonnés » n'insulte pas à votre croyance. Il savait qu'à dire autre chose ou à faire le silence, c'est la vérité que j'eusse alors insulté. Si j'avais à refaire l'état de siège, c'est en Espagne que je le placerais encore.
voilà ma conclusion. Et à travers l'Espagne, demain comme aujourd'hui, il serait clair pour tout le monde que la condamnation qui y est portée vise toutes les sociétés totalitaires. Mais du moins, ça n'aurait pas été au prix d'une complicité honteuse. C'est ainsi et pas autrement, jamais autrement, que nous pourrons garder le droit de protester contre la terreur. Voilà pourquoi je ne puis être de votre avis lorsque vous dites que notre accord est absolu quant à l'ordre politique, car vous acceptez de faire silence sur une terreur pour mieux en combattre une autre. Nous sommes quelques-uns qui ne voulons faire de silence sur rien. C'est notre société politique entière qui nous fait lever le cœur. Et il n'y aura ainsi de salut que lorsque tous ceux qui valent encore quelque chose l'auront répudié dans son entier pour chercher ailleurs que dans des contradictions insolubles le chemin de la rénovation. D'ici là, il faut lutter. Mais en sachant que la tyrannie totalitaire ne s'édifie pas sur les vertus des totalitaires. Elle s'édifie sur les fautes des libéraux. Le mot de Talleyrand est méprisable. Une faute n'est pas pire qu'un crime. Mais la faute finit par justifier le crime et lui donner son alibi. Elle désespère alors les victimes. Et c'est ainsi qu'elle est coupable. Et c'est cela, justement, que je ne puis pardonner à la société politique contemporaine, qu'elle soit une machine à désespérer les hommes. Vous trouverez sans doute que c'est là beaucoup de passion pour un petit prétexte. Alors laissez-moi parler pour une fois en mon nom personnel. Le monde où je vis me répugne, mais je me sens solidaire des hommes qui y souffrent. Il y a des ambitions qui ne sont pas les miennes, et je ne serais pas à l'aise si je devais faire mon chemin en m'appuyant sur les pauvres privilèges qu'on réserve à ceux qui s'arrangent de ce monde. Mais il me semble qu'il est une autre ambition qui devrait être celle de tous les écrivains. Témoigner et crier, chaque fois qu'il est possible, dans la mesure de notre talent, pour ceux qui sont asservis comme nous. C'est cette ambition-là que vous avez mise en cause dans votre article. Et je ne cesserai pas de vous en refuser le droit, aussi longtemps que le meurtre d'un homme ne semblera vous indigner que dans la seule mesure où cet homme partage vos idées. Albert Camus. Retour à Tipaza, pour terminer. Depuis 5 jours que la pluie coulait sans trêve sur Alger, elle avait fini par mouiller la mer elle-même. Du haut d'un ciel qui semblait inépuisable, d'incessantes averses, visqueuses à force d'épaisseur, s'abattaient sur le golfe. Grise et molle comme une grande éponge, la mer se boursouflait dans la baie sans contour. Mais la surface des eaux semblait presque immobile sous la pluie fixe. De loin en loin seulement, un imperceptible et large mouvement soulevait au-dessus de la mer une vapeur trouble qui venait aborder au port sous une ceinture de boulevards mouillés. La ville elle-même, tous ses murs blancs ruisselants d'humidité, exhalait une autre buée qui venait à la rencontre de la première,
De quelque côté qu'on se tournât alors, il semblait qu'on respirât de l'eau. L'air, enfin, se buvait. Devant la mer noyée, je marchais, j'attendais, dans cet Alger de décembre, qui restait pour moi la ville des étés. J'avais fui la nuit d'Europe, l'hiver des visages. Mais la ville des étés elle-même s'était vidée de ses rires et ne m'offrait que des dos ronds et luisants. Le soir, dans les cafés violemment éclairés où je me réfugiais, je lisais mon âge sur des visages que je reconnaissais sans pouvoir les nommer. Je savais seulement que ceux-là avaient été jeunes avec mon âge, qu'ils ne l'étaient pas. Je m'obstinais pourtant, sans trop savoir ce que j'attendais, sinon peut-être le moment de retourner à Tipaza. Certes, c'est une grande folie, et presque toujours châtié, de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre à 40 ans ce qu'on a aimé ou dont on a fortement joui à 20 ans. Mais j'étais averti de cette folie. Une première fois déjà, j'étais revenu à Tipaza peu après ces années de guerre qui marquèrent pour moi la fin de la jeunesse. J'espérais, je crois, y retrouver une liberté que je ne pouvais oublier. En ce lieu, en effet, il y a plus de 20 ans, j'ai passé des matinées entières à errer parmi les ruines, à respirer les absinthes, à me chauffer contre les pierres, à découvrir les petites roses vite effeuillées qui survivent au printemps. À midi seulement, à l'heure où les cigales elles-mêmes se taisaient, assommées, je fuyais devant l'avide flamboiement d'une lumière qui dévorait tout. La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts sous un ciel ruisselant d'étoiles. Je vivais alors. 15 ans après, je retrouvais mes ruines, à quelques pas des premières vagues, je suivais les rues de la cité oubliée à travers des champs couverts d'arbres amers, et sur les coteaux qui dominent la baie, je caressais encore les colonnes couleur de pin. Mais les ruines étaient maintenant entourées de barbelés, et l'on ne pouvait y pénétrer que par les seuils autorisés. Il était interdit aussi, pour des raisons que, paraît-il, la morale approuve, de s'y promener la nuit. Le jour, on y rencontrait un gardien assermenté. Par hasard, sans doute, ce matin-là, il pleuvait sur toute l'étendue des ruines. Désorienté, marchant dans la campagne solitaire et mouillée, j'essayais au moins de retrouver cette force, jusqu'à présent fidèle, qui m'aide à accepter ce qui est, quand une fois j'ai reconnu que je ne pouvais le changer. Et je ne pouvais, en effet, remonter le cours du temps, redonner au monde le visage que j'avais aimé et qui avait disparu en un jour, longtemps auparavant. Le 2 septembre 1939, en effet, je n'étais pas allé en Grèce comme je le devais. La guerre, en revanche, était venue jusqu'à nous, j'avais recouvert la Grèce elle-même. Cette distance, ces années qui séparaient les ruines chaudes des barbelés, je les retrouvais également en moi, ce jour-là, devant les sarcophages pleins d'eau noire ou sous les tamaris détrempés. Élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse, j'avais commencé par la plénitude. Ensuite étaient venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, les polices, le temps de la révolte. Il avait fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'était qu'un souvenir. Et dans cette Tipaza boueuse, le souvenir lui-même s'estompait. Il s'agissait bien de beauté, de plénitude, de jeunesse. Sous la lumière des incendies, le monde avait soudain montré ses rides et ses plaies, anciennes et nouvelles. Il avait vieilli d'un seul coup, et nous avec lui. Cet élan que j'étais venu chercher ici, je savais bien qu'il ne soulève que celui qui ne sait pas qu'il va s'élancer. Point d'amour sans un peu d'innocence. Où était l'innocence? Les empires s'écroulaient, les nations et les hommes se mordaient à la gorge, nous avions la bouche souillée. D'abord innocents sans le savoir, nous étions maintenant coupables sans le vouloir. Le mystère grandissait,
avec notre science. C'est pourquoi nous nous occupions aux dérisions de morale. Infirme, je rêvais de vertu. Au temps de l'innocence, j'ignorais que la morale existât. Je le savais maintenant, et je n'étais pas capable de vivre à sa hauteur. Sur le promontoire que j'aimais autrefois, entre les colonnes mouillées du temple détruit, il me semblait marcher derrière quelqu'un dont j'entendais encore les pas sur les dalles et les mosaïques, mais que plus jamais je n'atteindrais. Je regagnai Paris, et je restai quelques années avant de revenir chez moi. Quelque chose pourtant, pendant toutes ces années, me manquait obscurément. Quand une fois on a eu la chance d'aimer fortement, la vie se passe à chercher de nouveau cette ardeur et cette lumière. Le renoncement à la beauté et au bonheur sensuel qui lui est attaché, le service exclusif du malheur, demande une grandeur qui me manque. Mais après tout, rien n'est vrai qui force à exclure. La beauté isolée finit par grimacer, la justice solitaire finit par opprimer. Qui veut servir l'une à l'exclusion de l'autre ne sert personne, ni lui-même, et finalement sert deux fois l'injustice. Un jour vient où, à force de raideur, plus rien n'émerveille, tout est connu, la vie se passe à recommencer. C'est le temps de l'exil, de la vie sèche, des âmes mortes. Pour revivre, il faut une grâce, l'oubli de soi, une patrie. Certains matins, au détour d'une rue, une délicieuse rosée tombe sur le cœur et glisse dehors. Mais la fraîcheur demande encore, et c'est elle toujours que le cœur exige. Il me fallut partir à nouveau. Et à Alger, une seconde fois, marchant encore sous la même averse qui me semblait n'avoir pas cessé depuis un départ que j'avais cru définitif, au milieu de cette immense mélancolie qui sentait la pluie et la mer, malgré ce ciel de brume, ces eaux fuyant sous l'ondée, ces cafés dont la lumière sulfureuse décomposait les visages, je m'obstinais à espérer. Ne savais-je pas d'ailleurs que les pluies d'Alger, avec cet air qu'elles ont de ne jamais devoir finir, s'arrêtent pourtant en un instant, comme ces rivières de mon pays qui se gonflent en 2 heures, dévastent des hectares de terre et tarissent d'un seul coup. Un soir, en effet, la pluie s'arrêta. J'attendis encore une nuit. Une matinée liquide se leva, éblouissante, sur la mer pure. Du ciel, frais comme un œil, lavé et balayé par les eaux, réduit par ses lessives successives à la plus fine et la plus claire, descendait une lumière vibrante qui donnait à chaque maison, à chaque arbre, un dessin sensible, une nouveauté émerveillée. La terre, au matin du monde, a dû surgir dans une lumière semblable. Je pris à nouveau la route de Tipaza. Il n'est pas pour moi un seul de ces 75 kilomètres de route qui ne soit recouvert de souvenirs et de sensations. L'enfance violente, les rêveries adolescentes dans le ronronnement du car, les matins, les maléfiques fraîches, les plages, les jeunes muscles toujours à la pointe de leur effort, la légère angoisse du soir dans un cœur de 16 ans, le désir de vivre, la gloire, et toujours le même ciel au long des années, intarissable de force et de lumière, insatiable lui-même, dévorant une à une, des mois durant, les victimes offertes en croix sur la plage, à l'heure funèbre de midi, toujours la même mer aussi, presque impalpable dans le matin, que je retrouvais au bout de l'horizon, dès que la route, quittant le Sahel et ses collines aux vignes couleur de bronze, s'abaissa vers la côte. Mais je ne m'arrêtais pas à la regarder. Je désirais revoir le Chenois, cette lourde et solide montagne, découpée dans un seul bloc, qui longe la baie de Tipaza à l'ouest, avant de descendre elle-même dans la mer. On l'aperçoit de loin, bien avant d'arriver, vapeur bleue et légère qui se confond encore avec le ciel. Mais elle se condense peu à peu, à mesure qu'on avance vers elle, jusqu'à prendre la couleur des eaux qui l'entourent, grande vague immobile, dont le prodigieux élan
aurait été brutalement figé au-dessus de la mer, calmé d'un seul coup. Plus près encore, presque aux portes de Tipaza, voici sa masse sourcilleuse, brune et verte, voici le vieux dieu moussu que rien n'ébranlera, refuge et port pour ses fils, dont je suis. C'est en le regardant que je franchis enfin les barbelés, pour me retrouver parmi les ruines. Et sous la lumière glorieuse de décembre, comme il arrive une ou deux fois seulement dans des vies qui après cela peuvent s'estimer comblées, je retrouvais exactement ce que j'étais venu chercher et qui, malgré le temps et le monde, m'était offert à moi seul vraiment dans cette nature déserte. Du forum jonché d'olives, on découvrait le village en contrebas. Aucun bruit n'en venait. Des fumées légères montaient dans l'air limpide. La mer aussi se taisait, comme suffoquée sous la douche ininterrompue d'une lumière étincelante et froide. Venu du Chenois, un lointain chant de coq célébrait seul la gloire fragile du jour. Du côté des ruines, aussi loin que la vue pouvait porter, on ne voyait que des pierres grêlées et des absinthes, des arbres et des colonnes parfaites dans la transparence de l'air cristallin. Il semblait que la matinée se fût fixée, le soleil arrêté pour un instant incalculable. Dans cette lumière et ce silence, des années de fureur et de nuit fondaient lentement. J'écoutais en moi un bruit presque oublié, comme si mon cœur, arrêté depuis longtemps, se remettait doucement à battre. Et maintenant éveillé, je reconnaissais un à un les bruits imperceptibles dont était fait le silence, la basse continue des oiseaux, les soupirs légers et brefs de la mer au pied des rochers, la vibration des arbres, le chant aveugle des colonnes, les froissements des absinthes, les lézards furtifs. J'entendais cela, j'écoutais aussi les flots heureux qui montaient en moi. Il me semblait que j'étais enfin revenu au port, pour un instant au moins, et que cet instant désormais n'en finirait plus. Mais peu après, le soleil monta visiblement d'1 degré dans le ciel. Un merle le préluda brièvement, et aussitôt, de toutes parts, des chants d'oiseaux explosèrent avec une force, une jubilation, une joyeuse discordance, un ravissement infini. La journée se remit en marche. Elle devait me porter jusqu'au soir. À midi, sur les pentes à demi sableuses et couvertes d'héliotropes, comme d'une écume qu'auraient laissée en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la mer qui, à cette heure, se soulevait à peine d'un mouvement épuisé, et je rassasiais les 2 soifs qu'on ne peut tromper longtemps sans que l'être se déchaisse, je veux dire aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé. Il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous, aujourd'hui, mourrons de ce malheur. C'est que le sang, les haines, décharnent le cœur lui-même. La longue revendication de la justice épuise l'amour, qui pourtant lui a donné naissance. Dans la clameur où nous vivons, l'amour est impossible et la justice ne suffit pas. C'est pourquoi l'Europe hait le jour et ne sait qu'opposer l'injustice à elle-même. Mais pour empêcher que la justice ne se racornisse, beau fruit orange qui ne contient qu'une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours, dans une lumière toujours neuve. Ô lumière, c'est le cri de tous les
les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre, et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible.